Bonjour à tous, merci pour votre participation à cette matinale de la recherche du DRAPS sur la thématique apprivoiser les écrans et grandir, avec la présentation du programme 36912, programme d'introduction progressive et raisonnée des écrans dans la vie de l'enfant développé par le psychiatre Serge Tisseron, et le témoignage des coordinateurs et animateurs du dispositif Les Promeneurs du Net dans le Tarn-et-Garonne, assurant une présence éducative sur Internet auprès des jeunes. Donc, ces matinales de la recherche, elles sont organisées dans le cadre du DRAPS, le dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé. Le DRAPS, c'est un dispositif régional de transfert de connaissances qui est partenarial et diffuse des outils et des formations pour favoriser la montée en compétences des acteurs et des professionnels de terrain. Il facilite la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs. Donc, c'est ce qui va nous occuper ce matin. Et il fonde sa programmation sur les besoins des acteurs. Alors, par le biais d'enquêtes régionales, mais aussi via les CODEP, auxquels vous avez sûrement pu participer, les comités départementaux qui ont lieu dans les 13 départements de la région et dont l'objet est d'identifier les besoins en formation soulevés par les professionnels du département. Le DRAPS, il est porté par l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, qui est une association de loi 1901 avec comme champ d'action l'éducation et la promotion de la santé. Les matinales de la recherche, leur objectif, c'est de valoriser des projets départementaux, régionaux, prometteurs ou probants, issus d'une recherche interventionnelle mobilisant des données probantes. Il permet de favoriser les échanges sur les pratiques de la recherche interventionnelle en santé publique et promotion de la santé. Il soutient le développement de projets en recherche innovants. Il évoque également les freins, les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle, et il permet d'aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Quels sont les leviers d'efficacité qui permettent à un projet d'être prometteur et probant dans un contexte et qui peuvent être transférés à un autre contexte, à notre environnement, à notre territoire. Alors aujourd'hui, vous êtes nombreux à vous intéresser à la thématique apprivoiser les écrans et grandir. Donc nombreux professionnels du médico-social, du domaine sanitaire, éducatif, des parents aussi. Et en effet, on assiste depuis plusieurs années à une révolution numérique avec aujourd'hui à peu près 5,5 écrans par famille. Donc les écrans, un terme valise un peu qui englobe les ordinateurs, les consoles, le téléphone portable, la tablette, donc un terme assez large, des problématiques repérées par les professionnels du domaine médico-social, sanitaire, éducatif et les parents qui s'inquiètent de l'incidence des écrans sur la vie des enfants, comme le sommeil, la concentration, la sédentarité, le bien-être, l'équilibre, voilà des facteurs qui sont également abordés dans la littérature scientifique, et les acteurs éducatifs qui veulent équiper leurs jeunes également contre les risques associés au mésusage des réseaux sociaux, l'exposition aux écrans et les fake news. Mais l'usage des écrans représente également une ressource, le fait de pouvoir s'informer, se mettre en lien, se distraire. Il présente également un aspect ludique et créatif. Donc tout l'enjeu est finalement de soutenir et d'accompagner les usages numériques tout en limitant les risques. Cette ambivalence aussi que témoigne l'étude Conféado de mai 2021 sur les facteurs associés à la résilience et à la santé mentale des enfants et des adolescents de 9 à 18 ans pendant la crise sanitaire. Donc les enfants et les adolescents qui ont ressenti de la détresse consommaient plus d'écran par jour pour regarder des vidéos ou des films que ceux qui en consommaient moins. Mais plus de détresse chez les adolescents qui n'avaient pas accès, par exemple, à une tablette ou à une console de jeu, a été mis également en exergue. Voilà, donc tout l'enjeu des dispositifs et programmes qui soutiennent et accompagnent les usages numériques tout en limitant les risques. Et j'ai le plaisir de laisser la parole au docteur Serge Tisseron qui va nous présenter le programme 36912 donc, pendant 45 minutes, puis laissera la parole au dispositif des promeneurs du net et nous aurons un temps d'échange de 30 minutes à la fin de cette matinale. Je vous laisse la parole, Monsieur Serge Tisseron. Merci. Merci beaucoup, Margot. Merci de cette invitation.
Voilà, donc je vais vous présenter deux choses en fait, la campagne des balises 36912 bien sûr, mais comme il a été convenu avec les organisateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les données probantes, hein, c'est-à-dire de quelle façon l'état actuel de la recherche confirme ou laisse encore en suspens certains éléments que j'ai commencé à préconiser dès 2008 et que j'ai appelé d'abord la règle 36912 puis les balises 36912. Donc, je vais utiliser un PowerPoint. Voilà, donc sans surprise, hein, d'abord je vais vous parler de ce que c'est que 36912 parce que certaines personnes pensent par exemple qu'il n'y a rien après 12 ans. Non, 36912 c'est aussi au-delà et 3 c'est aussi avant. Hein, voilà. Et puis ensuite je vous parlerai des fameuses données probantes. Donc la campagne des balises 36912, d'abord appelée règle. Pourquoi j'ai abandonné le mot règle? Parce qu'il y a des parents qui me disaient ah ben M. Tisserand, on essaye de faire comme vous dites, mais on a 8 sur 20 ou moins encore. Et donc, je disais, mais vous savez, il ne faut pas vous noter comme ça, c'est des conseils. Et du coup, j'ai choisi le mot balise. Pourquoi le mot balise? Parce que vous savez que les balises, c'est des repères qu'on met en mer et qui peuvent indiquer des récifs, mais qui peuvent aussi indiquer des épaves qu'on se réserve la possibilité d'explorer plus tard ou des champs de coraux merveilleux qu'on invite les nageurs à aller explorer. Donc le mot balise ne désigne pas forcément des dangers, mais peut désigner tout aussi bien des richesses. Et donc ce sont ces fameuses balises 3692 qui m'ont valu de recevoir en 2013 à Washington un award du Family Online Safety Institute qui récompense chaque année une ou deux contributions majeures sur le plan mondial à l'éducation aux écrans et à la gestion familiale des écrans connectés. Donc, mon idée, ça a été de trouver une manière d'encourager les gens à bien utiliser les écrans en partant du fait que nous vivons encore, nous vivions déjà beaucoup en 2008, on vit encore plus presque aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'époque des écrans sauvages. C'est-à-dire qu'on parle avec quelqu'un, son smartphone vibre ou sonne et la personne le sort de sa poche et se met à répondre à son smartphone en ignorant parfois la conversation que cette personne avait avec nous. Personne ne se permettrait, parce qu'il a fait en parlant avec nous, de sortir un sandwich de sa bouche, de commencer à le manger, de parler la bouche pleine et de nous cracher ses miettes dessus. Or, c'est exactement ce qui se passe avec le smartphone. Donc, je suis parti de l'idée qu'il fallait poser des repères éducatifs pour créer une véritable diététique des écrans, hein, apprendre à s'en servir, apprendre à s'en passer, parce que c'est un petit peu comme la nourriture, hein, on apprend les règles du bien manger. Voilà, toutes les sociétés ont rigoureusement codifié l'alimentation, alors qu'on pourrait s'alimenter à n'importe quel moment quand on a faim. Non, toutes les sociétés ont bien codifié l'alimentation. Et puis apprendre à s'en passer, puisque n'oubliez pas qu'une des choses qu'on apprend à l'enfant très tôt, c'est ne grignote pas entre les repas, enfin pas dans toutes les familles, mais heureusement dans beaucoup. On ne mange pas un biscuit à 19h quand on va passer à table à 19h30. Voilà, tu apprends à attendre. Donc apprendre à s'en servir, apprendre à s'en passer. Et la première marche pour apprendre à s'en passer, les neurosciences ont bien montré, pour apprendre à se passer de quelque chose, apprentissage de l'autorégulation, c'est apprendre à attendre. Donc, pour essayer de faire passer ces messages, j'ai créé une association, 36912, un site web sur lequel vous pouvez aller, une campagne de flyers et d'affiches qui sont à disposition gratuite, hein, les flyers gratuitement jusqu'à 99 exemplaires et en complicité avec les éditions ERES qui ont soutenu cette campagne depuis le début, puisque, comme vous voyez, c'est avec eux que j'ai publié 36912, Apprivoiser les écrans et grandir, en 2013, qui est régulièrement remis à jour parce que les recherches évoluent. Donc, sur quels principes sont bâtis les balises 36912? Ben, l'alternance, alors vous retrouvez un peu des choses qui sont valables dans l'alimentation, hein, l'alternance avec ou sans écran, l'accompagnement, on a beaucoup insisté sur l'accompagnement à une époque où des chercheurs qui s'en tenaient aux recherches effectuées disaient ça sert à rien. Ben non, il semble de plus en plus que l'accompagnement est reconnu même par la fameuse Académie américaine de pédiatrie qui a longtemps privilégié le temps d'écran sur l'accompagnement. Aujourd'hui, beaucoup de recherches montrent que l'accompagnement est fondamental. Et puis l'apprentissage de l'autorégulation, d'autonomie. Je n'ai jamais dit que qu'il fallait laisser les enfants s'autoréguler, comme me l'ont fait dire des gens qui étaient soit idiots, soit malveillants, mais j'ai dit qu'il fallait utiliser l'écran pour
apprendre à l'enfant à s'autoréguler, utiliser les écrans comme on utilise la nourriture pour apprendre à l'enfant à s'autoréguler, pour lui apprendre l'autonomie, sachant que la bonne éducation, ce n'est pas celle qui dirige et protège l'enfant, c'est celle qui lui apprend à s'autodiriger et à s'autoprotéger. Donc, à partir de là, il en découle des conseils adaptés à chaque âge. Hein. Donc, avant 3 ans, au début, ce n'était pas de télé avant 3 ans. Malheureusement, on a eu tendance à dire pas d'écran avant 3 ans, alors qu'avec le développement des tablettes, des activités qui peuvent être accompagnées sur écran en co-immersion, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Donc, avant 3 ans, évitons la télé, mais des outils numériques. Voilà, pourquoi pas, sur des périodes courtes, toujours en usage accompagné pour le seul intérêt de passer un bon moment ensemble et de rigoler, surtout pas pour faire travailler l'enfant avant 3 ans. Donc finalement, on a changé le slogan et on a mis en avant, vous voyez, dans tous ces slogans, les conseils positifs. Jouer, parler, on joue, si on joue, on parle, si on parle, on arrête la télé parce que la télé, elle nous empêche de parler tranquille. Donc on met le paquet sur jouer. Quand je fais des conférences, je demande toujours que des ludothèques amènent des jouets. Là, il y a mes livres qui sont en vente par le libraire et je demande que la ludothèque du coin amène des jouets pour les montrer aux participants parce qu'il existe aujourd'hui de formidables jeux, même pour les tout petits, des jeux collaboratifs. Beaucoup de gens pensent que jouer avec un enfant, c'est les dames, les petits chevaux, voilà, et le jeu de loi. Non, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il faut que les gens le connaissent. Donc, il faut que les médiathèques, que les ludothèques soient beaucoup plus présentes sur les lieux de conférence concernant les images. De 3 à 6 ans, ben, limitez les écrans, partagez-les par les en famille. De 6 à 9, ben, évidemment, il y a à partir de cet âge-là des possibilités de pratique créative. Avant 3 ans, bon, c'est surtout des petites activités partagées. De 3 à 6 ans, des écrans peuvent avoir une valeur d'information importante. À partir de 6 ans, il y a des outils numériques qui permettent des activités de création. On en reparlera. 9 à 12 ans, apprendre l'enfant à se protéger, l'initier à Internet, etc. Et après 12 ans, restez disponible. Hein, votre enfant a encore besoin de vous. Vous savez que c'est le gros problème des parents avec leur ado. L'ado n'arrête pas de dire qu'il n'a pas besoin de ses parents, mais en réalité, il est extrêmement attentif à l'intérêt que ses parents lui portent, même si chaque fois que ses parents lui posent des questions, il les raboue un peu comme s'il n'était pas content que les parents en posent, mais en fait, il est très, très content au fond de lui. Voilà. Donc, 4 conseils valables à chaque âge qui permettent de synthétiser un petit peu tous les conseils précédents, choisir ensemble des programmes de qualité. Vous voyez que je n'ai pas mis le temps d'écran, la limite du temps d'écran en premier, de manière à ne pas l'hypertrophier, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus, comme on va reprendre dans quelques minutes, que les recherches actuelles relativisent beaucoup le temps d'écran. Donc, choisir des programmes de qualité, limiter les temps d'écran, bien sûr, parler avec l'enfant de ce qu'il doit faire avec les écrans, encourager les pratiques de création. Et donc, on a 2 conseils phares, dont je vous reparlerai dans quelques minutes, parce qu'ils sont bien confirmés aujourd'hui par les travaux. Depuis 2008, prendre les repas familiaux sans télé, maintenant sans tablette, sans smartphone, et depuis que le smartphone est apparu, ne jamais emmener son téléphone mobile dans sa chambre. Chaque membre de la famille s'achète un réveil. Bien sûr, les parents peuvent utiliser leur smartphone comme réveil, mais c'est un très mauvais exemple pour les ados qui veulent faire pareil et qui, eux, vont utiliser leur smartphone pour beaucoup d'autres choses, hélas, aux dépens de leur sommeil. On en reparlera. Je rejoins d'ailleurs le conseil simple de Jean Twenge, hein, qui est que chaque membre de la famille doit s'acheter un réveil et on laisse le téléphone mobile sur la table du petit déjeuner le soir. Voilà, on a une campagne d'affiches, donc je vous rappelle pour mémoire, ça c'est une affiche qui est disponible, tout est disponible en accès libre, hein. Nous sommes une association et donc tout est disponible en accès libre. Il y a un flyer, jusqu'à 99 exemplaires gratuitement auprès des éditions RS. L'autre côté du flyer fait pour être affiché. Une affiche pour les élémentaires, vous voyez, très centrée sur les écrans. Alors ces affiches nous sont très utiles dans nos conférences parce que les gens les commentent. Voilà, autant les affiches précédentes, les gens jettent un coup d'œil, puis on leur donne le flyer, donc ils se disent, bon, mais je regarderai chez moi. Autant ça, c'est bien parce que les gens se rassemblent autour, puis ils en discutent. Vous voyez, à gauche, donc pour les élémentaires, à table, on coupe le pain, coupons aussi les écrans. Voilà, 4 conseils centrés sur la nourriture. Et puis, sur la fiche de droite, pour les ados, des choses qui concernent évidemment l'intimité, le sommeil, voilà, les faux semblants, le langage, voilà. Tout ça ne vous étonne pas, mais on est content d'avoir ces affiches pour susciter du débat. Il faut bien comprendre que depuis que j'ai fondé 36912, depuis 2008, mon idée, c'est de faire des écrans un objet de débat public. Et Dieu sait que ça a été compliqué parce qu'il y avait des gens qui disaient que c'était déjà plié, qu'il n'y avait pas besoin de faire un débat.
et puis d'autres ont cherché à imposer leur idée des choses. Bon, nous, on invite plutôt les gens à réfléchir et puis à gérer les écrans en famille. Et puis cette affiche qu'on a fait récemment, qui est faite pour les parents, que vous pouvez également obtenir sur le site auprès des éditions RS. Voilà, votre enfant a besoin de votre regard, ne laissez pas un écran vous séparer. J'en reparlerai dans quelques minutes. C'est une affiche qui vise précisément quelque chose qu'on appelle depuis quelques années la technoférence. C'est un mot un peu barbare, j'en conviens. La technoférence, c'est l'idée que les outils numériques utilisés par les parents sont un problème aussi grave pour le développement de l'enfant que les écrans consultés par l'enfant lui-même. Donc, on va voir maintenant l'état des recherches. On va voir qu'il y a des données probantes, hein, heureusement, de plus en plus, mais il y a aussi encore des zones d'ombre. Il ne faut pas les négliger. Voilà, on ne peut pas dire qu'on sait tout sur les écrans. Et d'ailleurs, vous êtes sans doute informé que Jonathan Bernard mène aujourd'hui une étude qui s'appelle l'étude ELF, hein, qui est une étude qui compare différentes bases de données dans différents pays, y compris la France. Cette base de données et continue à être alimentée pour essayer de mieux comprendre les différents facteurs qui amènent certains enfants à rester plus de temps dans les écrans et puis également les facteurs qui amènent certains enfants à plus souffrir du temps qu'ils passent devant les écrans. Alors, je vous précise ici des choses, vous voyez, avec une citation de Jonathan Bernard, on voit que l'implication des parents et la manière dont servent des écrans est très importante. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la quantité. Ben, c'est quelque chose qu'il a déclaré il y a quelques jours, hein, dans une interview à propos des premiers résultats de l'étude ELF sur l'importance de l'accompagnement parental. Et vous voyez que, comme je vous l'ai écrit sur le slide, après une période où les études étaient centrées sur le temps passé, on s'est aperçu qu'il fallait faire intervenir d'autres facteurs. Je vous rappelle qu'en 2013, quand j'ai participé à l'avis de l'Académie des sciences, sur ma pression d'ailleurs, en grande partie, nous avons refusé de définir des durées. Parce qu'on a dit, si on définit des durées, les gens ne vont penser plus qu'en termes de durée. C'est la reproche qu'on faisait à l'Académie américaine de pédiatrie. À l'époque, tout se résolvait en termes de durée. Voilà, c'était pas avant 2 ans, hein, voilà, sauf en visio avec des personnes connues. C'était de 1 heure à 2 heures progressivement jusqu'à 6 ans, et puis ensuite 2 heures par jour. Et puis voilà, basta, basta. Et quand je disais, ben non, l'accompagnement, l'apprentissage d'autorégulation, non, ça, les partisans de l'Académie américaine de pédiatrie disaient non, 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 c'est un problème de temps. On sait aujourd'hui qu'il faut tenir compte des âges, et quand j'ai dit 3, 6, 9, 12, vous voyez quand même que c'était au centre de mes préoccupations, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Petite parenthèse d'ailleurs, à l'époque, des chercheurs m'ont dit « Oh là là, mais ce n'est pas les tranches de Piaget, donc il ne faut pas prendre celle-là, il faut prendre Piaget. » Je leur ai répondu « Ben oui, ben moi, c'est les tranches d'âge que je constate quand je vais dans les écoles. Voilà, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, c'est comme ça que ça s'organise. » Et puis, vous savez sans doute, vous savez certainement que l'éducation nationale, aujourd'hui, a repensé les tranches d'âge et 3, 6, 9, 12, c'est cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc, on est bien content que l'éducation nationale ait adopté ces repères. Elle les a pas évidemment adoptés à cause de la campagne des balises 3, 6, 9, 12, mais je suis content de voir que l'éducation nationale s'est rangée à l'idée que c'était en effet là des âges charnières dans les changements de comportement de l'enfant par rapport aux technologies numériques et que les catégories de Piaget, ben, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas applicables à la relation de l'enfant aux technologies numériques. Nécessité de tenir compte des outils interactifs ou non interactifs, on verra que c'est compliqué parce que les gens ont tendance à raisonner en termes de temps d'écran. Quand on demande aux parents et votre enfant, il passe combien de temps? Alors ils ont une vague idée, mais quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font avec les écrans, ben, souvent les parents disent je ne sais pas. Je vois même des parents qui amènent leur ado parce qu'ils passent trop de temps dans les jeux vidéo, et quand je dis à quel jeu vidéo joue-t-il, les parents disent on ne sait pas. Voilà. Donc selon que les outils sont interactifs, non interactifs, mais quand ils sont interactifs, encore faut-il savoir s'ils sont utilisés de façon interactive, puisque beaucoup d'enfants de 2, 3, 4, 5 ans passent du temps sur le smartphone ou la tablette, qui sont des outils interactifs, pour regarder des dessins animés ou des séries ou des documentaires animaliers. C'est de la télé sur petit écran. Tenir compte des contenus, bon, c'est assez évident. Tenir compte de l'accompagnement, je l'ai dit, tenir compte de facteurs externes, et on va voir que les conditions de vie sont de plus en plus prises en compte comme un élément majeur. Donc, je vais commencer par les données sur la télévision, qui sont évidemment les plus nombreuses, hein, depuis le temps.
Et les données sur la télévision, elles ont commencé à être recueillies dès la fin des années 1990, donc publication au début des années 2000. Et vous connaissez tous ces travaux, hein, l'acquisition du langage serait ralentie, le rapport aux mimiques et à l'empathie, bon, les travaux de Zimmermann-Christakis, les travaux de Pagani et collègues, les capacités d'attention et de concentration seraient réduites, la motricité serait empêchée. Alors, attention-concentration, c'est assez évident. L'être humain est doté de la capacité d'apprendre à se concentrer, comme il est doté de la capacité d'apprendre à nager, d'apprendre à conduire une voiture ou d'apprendre à parler. Mais encore faut-il que cette capacité soit stimulée, que l'enfant trouve un environnement qui lui rend possible d'installer cette capacité dans la durée. Or, si un enfant est laissé tout seul, un peu tout seul, enfin laissé tranquille, il trouve toujours le moyen d'organiser un jeu en prenant un objet, en le portant à la bouche, en le flairant, en le secouant, en le regardant, en le jetant en courant derrière. Mais quand un enfant est figé devant un écran, eh bien, ou quand un enfant essaye de jouer sur la moquette ou le tapis alors que la télé est allumée, il est constamment dérangé dans cette activité et donc il ne peut pas installer durablement les capacités d'attention et de concentration. Et c'est pour ça que dans la dernière refonte des carnets de santé, vous avez ce conseil, alors je ne me rappelle plus comment il est formulé exactement, mais c'est à peu près laisser un enfant de moins de 3 ans dans une pièce où la télévision est allumée nuit à son développement, même s'il ne la regarde pas. Voilà, c'est les travaux de Tiffany Pempek et de Pagani ensuite. J'avais fait une dizaine de propositions lors de la refonte des carnets de santé. Il n'y en a que 3 ou 4 qui ont été retenues, parmi lesquelles celle-là, qui nécessite d'être expliquée aux parents parce que souvent ils ne comprennent pas pourquoi si l'enfant ne la regarde pas, ça nuit à son développement. Et bien parce que ça l'empêche d'installer durablement les capacités d'attention et de concentration. La motricité, c'est assez évident. Devant un écran, on ne bouge pas, on n'apprend pas à utiliser ses 10 doigts. Et la perte d'agentivité sur laquelle insiste Pagani, risque d'être constitué en bouc émissaire par les camarades chez les enfants qui sont plus devant la télé. Et si un enfant est moins enclin à répondre à des agressions, évidemment, celle-ci ont plus de chances de s'aggraver. Mais aussitôt qu'on a dit ça, il faut tout de suite beaucoup le relativiser. Ça, c'est la vulgate. Mais la vulgate, ben, on s'aperçoit, les travaux actuels montrent qu'il faut relativiser. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des corrélations, ce ne sont pas des causalités, et que ces différentes corrélations ont abouti à quelque chose qu'on appelle la théorie de la substitution, qui est remise en cause aujourd'hui. C'est quoi la théorie de la substitution? C'est l'idée que si un enfant si un enfant est devant un écran, eh bien, ses acquisitions sont retardées ou minimisées parce que tout le temps qu'il passe devant l'écran lui est ôté par rapport à d'autres formes de relations qui enrichiraient son langage, ses mimiques, ses capacités d'attention, sa motricité, son agentivité. Or, on s'aperçoit que ça ne se passe pas comme ça. On s'aperçoit que ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a des enfants qui passent beaucoup de temps devant les écrans, mais quand ils ne sont pas devant un écran, ils sont dans un environnement très stimulant. Puis il y a des enfants qui passent beaucoup de temps devant un écran, mais quand ils n'ont plus d'écran, ils ne font plus rien, ils sont complètement abandonnés. Puis il y a des enfants qui passent très peu de temps devant un écran, mais personne ne s'occupe d'eux jamais. Puis il y a des enfants qui passent très peu de temps devant un écran, et puis les enfants, et puis il y a un environnement qui s'occupe énormément d'eux. Voilà, la fameuse Silicon Valley, où les enfants ne sont pas devant un écran, ben oui, mais ils ont un emploi du temps qui est tellement rempli avec toutes les activités que le personnel payé largement par les parents leur propose, que du coup, ils n'ont pas besoin d'écran, ils ne sont pas devant un écran. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas devant un écran qu'ils se développent bien, c'est parce qu'ils sont surstimulés par ailleurs. Voilà. Donc cette approche en termes de substitution, aujourd'hui, elle est très critiquée. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il existe d'importantes disparités sociales et évidemment, c'est dans les milieux les plus défavorisés que les enfants sont les plus exposés aux écrans et donc on s'aperçoit que ce qui est premier, ce qui doit être mis en premier, c'est le fait de jouer et parler avec l'enfant plutôt que le seul fait d'arrêter les écrans. Donc vous voyez que là, on rejoint, puisque c'est le cahier des charges aujourd'hui, on m'a demandé de vous dire en quoi les balises 3, 6, 9, 12 peuvent être confirmées par les travaux actuels. Mais voilà, dès 2008, j'ai dit il faut jouer, parler avec l'enfant et arrêter le temps d'écran, mais on le fait après, voilà, parce que quand on joue et qu'on parle, l'écran est un empêcheur de jouer et de parler, voilà. Mais ce qui est premier, c'est jouer, parler avec l'enfant. Et il y a des études d'ailleurs très importantes qui sont publiées
dans ce domaine. Et donc, en tout cas, vous voyez, validation du premier conseil, c'est puisqu'il faut jouer, puisqu'il faut parler, puisqu'il faut échanger, prendre les repas familiaux sans télé, ni tablette, ni smartphone. Voilà. Mais encore une fois, ce sont des corrélations, pas des causalités, mais probablement, alors là, vous avez donc la 2021, vous voyez, c'est cette étude qui a été publiée il y a quelques jours, dans laquelle les enfants les enfants dans lesquels la famille mange avec un écran allumé ont un moins bon développement du langage. Mais encore une fois, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Ça ne prouve pas que c'est parce que la télé est allumée que ça les empêche de parler. On peut penser aussi que c'est les familles dans lesquelles personne n'a rien à se dire parce que le niveau de langage est très bas, que les parents compensent en mettant la télévision. Alors, petit exemple personnel, quand j'étais enfant, j'ai grandi avant la télévision et avec la télévision. La rupture s'est faite quand j'avais 6-7 ans, 7-8 ans. Eh bien, avant qu'on ait la télé, personne ne disait rien pendant les repas. Voilà. Et quand on a eu la télé, personne ne disait toujours rien pendant les repas, mais la télé marchait. Donc, probablement, quand même, il y a un effet en boucle, hein, c'est-à-dire quand on a décidé d'allumer la télé pendant tous les repas, ben même quand quelqu'un a envie de dire quelque chose, ben voilà, quelqu'un d'autre lui dit, écoute, arrête, il y a des informations, on écoute la télé. Donc, en tout cas, toujours bien penser que les corrélations, ce n'est pas des causalités et que la causalité est très, très, très difficile à établir dans ce domaine-là. Alors, il y a des voies pour la recherche, hein, voilà, savoir si les écrans ou le manque d'attention qui impactent le développement, si les parents savoir si les parents ont une bonne information sur les risques des écrans, savoir s'il existe des alternatives, savoir quelle est l'attitude des parents par rapport aux écrans, avoir des données sur les conditions d'habitation. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé récemment, que je trouve extrêmement intéressant. La télé est beaucoup allumée dans les foyers les plus pauvres. Dans les foyers les plus pauvres, les conditions d'habitation sont précaires et il y a souvent une intoxication au plomb. Donc, on trouve chez des enfants un retard de développement et assez rapidement, des personnes sont tentées d'accuser le fait que l'écran soit allumé en permanence, mais ça peut tout aussi bien être des effets d'une intoxication au plomb. Donc, il faut arriver, vous voyez, à bien cerner les facteurs parce que dans les milieux défavorisés, il y a une accumulation de facteurs de risque qui fait que souvent c'est difficile de prendre en compte les uns et les autres et c'est ce que veut faire justement l'étude ELF de Jonathan Bernard dont on est nombreux à attendre beaucoup. Vous en avez d'ailleurs vu déjà un premier résultat publié il y a quelques jours. Alors disons maintenant quelques mots des écrans nomades chez les 0-6 ans. Alors la question des écrans nomades, c'est très compliqué. Comme je vous disais, le temps global, il est facile à comptabiliser, mais le problème, c'est que c'est très compliqué de savoir si l'usage interactif ou non interactif est pris en compte, l'usage accompagné ou non accompagné, et les contenus des programmes. Donc, on se retrouve avec un impact des écrans nomades pensé en termes de temps d'utilisation, comme la télé, alors que vous voyez, les facteurs d'accompagnement, d'interactivité, de contenu des programmes ne sont pas pris en compte parce que quand on demande aux parents de compléter les données de durée avec ces données-là, ils n'en savent rien. Donc, il y a quand même eu des recherches qui ont montré que tout dépend du caractère interactif ou non interactif du support et de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'apprentissage est considérablement favorisé quand l'apprenant, quand l'adulte, utilise, avec de 0 à 6 ans, un outil numérique interactif dans lequel il y a une co-immersion. Co-immersion, ça veut dire que l'adulte fait avec l'enfant. Et vous voyez bien, quand on est devant la télé, on peut être à côté de l'enfant, on ne fait rien avec lui. Voilà, ce n'est pas interactif, ce n'est pas accompagné. Donc, avec l'outil interactif, on peut aussi être à côté de l'enfant et le regarder faire et le complimenter. Mais ça marche beaucoup mieux. L'apprentissage et le transfert d'apprentissage marchent beaucoup mieux quand il y a ce qu'on appelle une co-immersion, hein, c'est-à-dire que l'enfant est invité à tout moment, que l'adulte partage à tout moment l'activité avec l'enfant. Et par ailleurs, une étude a montré, donc en 2020, étude française, que les enfants qui regardent la télévision avant d'aller apprentissage et transfert favorisé quand il y a un accompagnement pendant l'activité, mais il y a un deuxième type d'accompagnement possible, c'est en dehors de l'activité, c'est parler avec l'enfant de ce qu'il a fait
avec les écrans ou de ce qu'il a vu sur les écrans. C'est aussi un accompagnement, mais en dehors du temps d'écran, par exemple dans le repas familial du soir, voilà, tu as joué à un jeu vidéo, qu'est-ce que tu as fait, tu as gagné, tu as perdu, contre qui tu as joué, tu avais des copains avec toi, contre toi, est-ce que je les connais, ils sont venus à ton dernier anniversaire à la maison, etc. Et donc, les effets problématiques des écrans sur nos langages sont réduits lorsque les enfants qui regardent la télévision le matin ont la possibilité d'en parler avec leurs parents. C'est intéressant cette étude parce que l'accent a été beaucoup mis dans les médias sur le fait que regarder la télévision le matin aggravait les troubles du langage, alors qu'il y a, je crois, 19 facteurs qui interviennent et donc isoler un facteur sur les 19, c'est très problématique du point de vue de la recherche. Mais en revanche, les médias ont beaucoup moins insisté sur le fait que, que les parents qui parlent avec leur enfant de ce qu'ils regardent à la télévision le matin permettrait que leur enfant aurait moins de retard de langage, bien qu'il regarde la télévision le matin. Donc, puisqu'on en revient au BALIS 36912, vous voyez, je mets en rouge à chaque fois, il est pertinent, encore une fois, de mettre en avant le fait de jouer, de parler et d'insister sur l'accompagnement partagé, parler, voilà, dans 36912. Alors, le choix des contenus, évidemment, est important, hein, et il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a une étude longitudinale, voilà, qui associe l'usage de l'ordinateur et d'Internet chez les enfants de 2 à 6 ans, des troubles émotionnels, probablement des faits des contenus. Donc, on a raison à 36912 de dire choisir ensemble des programmes de qualité, mais sur limiter les temps d'écran et parler avec l'enfant de ce qu'il voit et fait. En tout cas, ici, choisir ensemble des programmes de qualité. Donc, après la télévision, après les écrans interactifs avec un accompagnement possible de 0 à 6 ans, voyons maintenant la fameuse technoférence. La technoférence, encore une fois, c'est ce qu'on a ciblé avec cette affiche que vous voyez sur la droite. Donc, beaucoup d'études américaines, enfin beaucoup d'études américaines en peu de temps, voilà. Mais un sujet sur lequel il faut encore faire beaucoup d'études. Il a été montré qu'un parent utilise son smartphone dans la communication avec son enfant, quel que soit l'âge de l'enfant d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus ravageur quand l'enfant est petit. Vous savez, il y a même eu des publicités, il y a même sur Internet des publicités dans lesquelles des parents montrent comment ils ont bricolé un système pour consulter leur smartphone tout en donnant le biberon, voire le sein à leur bébé. Donc, il a été montré qu'un parent partage son attention entre son bébé et son smartphone, eh bien, il fait des phrases beaucoup plus courtes. C'est normal, son attention est partagée. Il a beaucoup moins de mimiques en réponse aux mimiques de l'enfant, puisque son attention cognitive, mais son attention émotionnelle est mobilisée par ce qu'il se regarde sur le smartphone. Et donc, du coup, l'enfant a une relation appauvrie en langage et en mimique. Or, vous vous rappelez bien, le reproche principal fait à la télévision, c'est la théorie de la substitution. Tout le temps que l'enfant passe à regarder la télé, il n'interagit pas avec un adulte qui a des mimiques et qui lui parle. Et bien là, vous voyez, c'est le même problème qu'un adulte utilise son smartphone, communication langagière, communication émotionnelle beaucoup plus pauvre, et donc les mêmes effets risquent d'un sentiment d'abandon, qui a été bien mis en évidence par les travaux américains, et risque de perturber la mise en place d'un attachement sécurisant. Il y a même une comparaison qui a été prise, la comparaison avec les situations de still face, de visage immobile. Ce sont des situations dans lesquelles une mère en général et son bébé viennent dans un laboratoire, et là on demande à la mère d'interagir avec le bébé, il y a évidemment des caméras partout, et puis à un moment, sur un signe du chercheur, de l'examinateur, la mère est invitée à figer son visage, à garder un visage immobile, et là on s'aperçoit qu'il y a des signes d'angoisse très importantes chez le bébé, avec différents types de réactions possibles. Les bébés qui vont essayer de ranimer la mère à tout prix, en lui souriant, en gazouillant, en essayant de la toucher, les bébés qui vont se glacer et se retirer de la relation dans un isolement terrible, et puis les bébés qui vont se déprimer, qui vont pleurer, hurler, et puis les bébés qui vont tout d'un coup trouver quelque chose d'autre à faire, s'intéresser à la petite boucle de la ceinture qui les attache à leur chaise, voilà par exemple, ou ou s'amuser avec un bouton de leur chemise, voilà. Donc en tout cas, ces expériences de Sylvain sont évidemment très vite arrêtées, mais elles ont pour intérêt de montrer que lorsqu'un parent n'est pas disponible aux interactions, aux mimiques d'un enfant, ça provoque des réactions très problématiques pour le développement ultérieur du bébé. Et puis, il a même été montré que dans les jardins publics, aux États-Unis, il y a un risque accru d'accident depuis que les accompagnateurs viennent avec leur smartphone. C'est assez compréhensible.
tous les enfants petits ont envie d'étonner leurs parents par leur performance. Quand les parents regardent, il y a un moment où ils disent bravo, puis il y a un moment où ils disent non, pas ça, c'est trop dangereux. Si les parents sont sur leur smartphone, eh bien, les enfants prennent trop de risques accrus d'accidents. Donc on a raison, vous voyez, on a raison d'encourager, je voulais parler arrêter la télé, mais aussi d'encourager, encore une fois, les interactions, tous les échanges avec l'enfant. Quelques mots maintenant des écrans nomades chez smartphones et tablettes chez les 6-12 ans. Alors, je vous conseille la lecture de Jean Twenge. Alors, Jean Twenge, vous savez, est la personnalité qui est la plus médiatisée aux États-Unis dans sa lutte contre les risques, presque les dangers même, les risques d'utilisation des smartphones pour les ados. Il y a toute une partie des travaux de Jean Twenge passionnante sur le fait que les ados d'aujourd'hui ne sont justement plus des milléniaux comme ceux qui avaient grandi avec les jeux vidéo, mais ce qu'elle appelle des e-gènes, génération connectée. Elle montre qu'il y avait des différences colossales entre ceux qui avaient grandi sans les outils numériques, sans les ordinateurs et les jeux vidéo et ceux qui ont grandi avec, les fameux milléniaux. Et elle montre qu'il y a autant de différences entre les milléniaux et les e-gènes, de tous les points de vue, travail, sexualité, famille, patrie, armée, voilà. Alors, par ailleurs, hélas, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a aux États-Unis plus de dépression, plus de scarification, plus de suicides. Et Jean Twenge a tendance à dire, ben voilà, c'est la faute au smartphone. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à le démontrer, puisque dans son livre Génération connectée, il y a une seule recherche qui pourrait montrer que quand on utilise plus son smartphone, on se déprime plus, et pas de chance pour elle, ce n'est pas une étude sur les ados, c'est une étude sur les adultes avec Facebook, qui est très peu aujourd'hui utilisé par les ados qui désertent Facebook pour d'autres réseaux sociaux. Donc, elle voudrait bien, mais elle doit bien reconnaître qu'il n'y a pas de lien démontré de causalité, ce qui a été confirmé d'ailleurs en 2016 par le porte-parole de l'Académie américaine de pédiatrie qui a dit, bon, il n'a pas dit on aimerait bien suivre Jean Twenge, mais il a dit avant d'accuser les téléphones mobiles de provoquer des dépressions, des scarifications et des suicides chez les ados, ben, il faudrait le démontrer, voilà, et à l'heure actuelle, ce n'est pas démontré. Mais la question est quand même évidemment très préoccupante, sachant que ce n'est pas seulement le temps passé, mais aussi toutes les activités qui sont menées avec les smartphones. Et puis, je ne sais pas si j'en parle après, peut-être non, donc disons tout de suite, il y a un rapport de l'UNICEF qui est paru quand même en 2017 qui dit que les ados font plutôt un bon usage de leur téléphone mobile, un usage qui est qualifié boucle d'or. Alors un usage boucle d'or, ça veut dire, vous savez, comme dans le conte, pour ceux qui ne l'ont pas en mémoire, une petite fille aux cheveux blonds, pour ça qu'on l'appelle boucle d'or, qui est perdue dans la forêt, elle trouve une maison, elle rentre dans la maison, c'est la maison des ours, donc famille ours, et donc elle trouve une table avec une grande chaise, une moyenne chaise, une petite chaise. Sur la table, une grande assiette, une moyenne assiette, une petite assiette, et une chambre avec un grand lit, un moyen lit, un petit lit. Et chaque fois, en fonction de sa taille, elle va utiliser la bonne chaise, la bonne assiette et le bon lit. Et donc, usage boucle d'or, c'est dit explicitement de cette façon-là dans le rapport de l'UNICEF de 2017 sur les adolescents connectés, sur les enfances connectées. Usage boucle d'or, ça veut dire capacité d'utiliser pour le meilleur ce que les outils proposent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes, mais statistiquement, puisque les statistiques ne disent rien des cas particuliers, statistiquement, dit le rapport de l'UNICEF, plutôt un bon usage, mais beaucoup de ratés que nous voyons évidemment en psychiatrie, en psychologie, mais qui, d'après le rapport de l'UNICEF, tout préoccupant que soient ces ratés, ne seraient pas à l'image d'une situation générale. Donc voilà, les effets négatifs de ces utilisations sont critiqués par ailleurs. Une seule étude menée en Corée qui montre une corrélation statistique entre smartphone, hyperactivité et inattention, une seule recherche, hein, voilà. Et puis des troubles du comportement, mais dans la première recherche, non pas forcément causale, hein, ça va être corrélation. Peut-être des enfants, ceux qui ont des troubles de l'attention, qui utilisent plus son smartphone, qui relancent constamment l'attention. Et puis des troubles du comportement, mais c'est une étude faite à partir de l'appréciation des parents. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà. Enfin, je vous ai mis chaque fois les références pour que vous y reportez.
Voilà. Alors en revanche, ben voyez, ben si je cite là le rapport de l'UNICEF, donc ce qu'on appelle une meilleure intelligence relationnelle, voilà. Mais en même temps, les effets concernant la socialisation, puis c'est quand même ces effets-là qui sont pointés par le rapport de l'UNICEF, maintenir des amitiés existantes, approfondir des amitiés existantes, ces effets sont plus importants quand il existe des rencontres en présence réelle. Voilà, le cas de figure idéal, c'est évidemment l'enfant qui n'est pas confiné et qui peut communiquer avec ses camarades dans la cour de récréation, devant la porte de l'école, voilà, dans ses activités extérieures, sportives, voilà, et puis qui retrouve ses camarades via les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo quand il est le soir à la maison ou quand il est ou le week-end. Voilà. Donc l'idée de l'alternance que je vous ai mise en avant tout à l'heure par rapport aux balises 3, 6, 9, 12, on retrouve cette importance de l'alternance, rencontre en présentiel, rencontre en distanciel. Ça va être quelque chose qu'on va devoir réapprendre puisque on a été, hélas, encouragé à ne faire que du distanciel, mais il faut absolument remettre en place du présentiel, vous voyez, parce que, pas seulement parce que c'est essentiel à l'être humain, mais aussi parce que le distanciel fonctionne d'autant mieux qu'il est alterné avec du présentiel. Voilà, et puis des recherches également importantes autour des jeux vidéo, puisque vous connaissez tous la vulgate, hein, là encore, les jeux violents favoriseraient la désensibilisation à la violence, voilà, en habituant à l'observation de comportements antisociaux. Alors, en revanche, là encore, des problématiques de causalité et de corrélation qui ne sont pas claires du tout, des problèmes également pas clairs du point de vue je crois que j'en parle après, je peux le dire maintenant, du problème pas clair non plus du point de vue de la modification des représentations et de la modification des comportements. Ce n'est pas parce que les joueurs de jeux très violents ont des représentations modifiées et on peut les mesurer après qu'ils aient joué avec un certain nombre de tests, ce n'est pas pour ça qu'ils auront des comportements modifiés. Donc on sait aujourd'hui que certaines activités peuvent modifier des représentations et pas des comportements, que d'autres activités peuvent modifier, ou chez les mêmes sujets, les mêmes activités, peuvent modifier les comportements sans modifier les représentations. La personne agit différemment, mais elle continue à penser comme... vous savez, ça, on le voit souvent, des gens qui pensent une chose et qui agissent autrement. Voilà. Donc on peut modifier les représentations sans modifier les comportements, modifier les comportements sans modifier les représentations, et puis on peut modifier les deux à la fois. Mais en tout cas, aujourd'hui, la plupart des études sur la question de l'impact des jeux violents, ils ont porté sur la modification des représentations. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'on modifie les représentations qu'on modifie les comportements. Donc, si vous voulez, la pendule est remise à zéro. Voilà. Et par des recherches assez récentes, même très récentes. Alors, le problème des jeux aussi, c'est qu'il y a aussi une responsabilité des fabricants, parce que dans beaucoup de jeux violents, même si le joueur aurait envie de jouer un personnage qui encourage plutôt le soin, le prendre soin, le collaboratif, etc., ben, ça ne lui est pas possible dans le jeu, parce que les algorithmes ne permettent que de tuer. Voilà, on essaye de tuer, on rate ou on touche, mais on n'a pas d'autre choix. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui jouent à des jeux violents qui joueraient en alternant des personnages plutôt sauveteurs, collaboratifs à certains moments, et puis à d'autres moments, des personnages exterminateurs, pourquoi pas, ça c'est une composante de l'être humain. Mais en tout cas, aujourd'hui, souvent, il n'a pas le choix. Voilà. Et puis, la question de la plasticité psychique, hein, comme vous savez, qui est aujourd'hui beaucoup reconnue comme une conséquence des jeux vidéo. Alors, chez l'adulte, à grosse dose, parce que ce sont les jeux, enfin, chez l'adulte, pas forcément à grosse dose, mais de façon répétitive, c'est-à-dire au moins 1 heure par jour pendant plusieurs semaines. Donc, en faisant alterner attention divisée, attention divisée, attention concentrée, focalisée, divisée. Voilà. Puis l'importance de la créativité, une recherche étonnante qui montre que les enfants qui jouent aux jeux vidéo seraient plus créatifs quand on leur demande de dessiner ou d'inventer des histoires. Ça doit dépendre des jeux vidéo quand même, mais si un enfant joue un seul jeu vidéo, pas forcément, mais enfin beaucoup d'enfants jouent beaucoup de jeux vidéo. Comme vous savez, dans les jeux vidéo, les graphismes explorent beaucoup d'univers parallèles
et donc enrichissent énormément les représentations visuelles. On rejoint d'ailleurs un problème qui était pointé avec l'apparition des premiers livres imagés pour enfants, puisque beaucoup d'entre vous sont trop jeunes probablement pour s'en rappeler, mais il y a une époque où les psychiatres, les psychanalystes, les pédopsychiatres, les psychologues disaient racontez des histoires aux enfants, mais ne leur achetez pas des livres d'images dans lesquels ces histoires sont racontées, parce que les images vont appauvrir leur imagination. Julia Kristeva, notamment, s'était fait une apôtre de ce raisonnement. Et j'ai toujours dit, c'est absurde, parce que si vous achetez un seul livre à un enfant, évidemment, si vous lui achetez Le Petit Chaperon Rouge illustré par un auteur, bon, ben, après, quand il va penser au Petit Chaperon Rouge, il va penser aux images de ce livre unique qu'il a lu. Mais aujourd'hui, le Petit Chaperon Rouge s'est mis en image par des tas de gens qui dessinent différemment, qui privilégient des choses différentes. Et puis, il y a des contes africains, il y a des contes asiatiques. Et puis, même le Chaperon Rouge peut être revisité par un dessinateur asiatique. Et donc, du coup, voilà, ce qui est important, c'est, encore une fois, le fait que l'enfant baigne dans un monde dans lequel il y a beaucoup de représentations possibles qu'il s'approprie. On voit aujourd'hui avec les mangas, l'univers des mangas, d'une richesse absolument incroyable, qui métisse même. Nous restons sur nos mythologies gréco-latines, mais les Asiatiques, les Japonais, métissent les mythologies gréco-latines avec leur propre mythologie. Et ça donne des mondes d'une richesse graphique et narrative incroyable. Donc, rien d'étonnant à ça. Et donc, voilà, donc à 3, 6, 9, 12, vous voyez, on a raison de choisir le programme de qualité, de parler avec l'enfant de ce qu'il voit et fait, d'encourager les pratiques de création. Donc, la recherche donne plutôt raison aujourd'hui à 3, 6, 9, 12, même si, encore une fois, il y a des zones d'ombre, vous voyez, entre le stress et l'agressivité, oui, j'ai oublié de vous le dire, entre les modifications des représentations et des comportements, et surtout entre les conséquences des jeux violents non coopératifs et des jeux violents coopératifs. Donc, il y a des pistes de recherche qui s'ouvrent, qui montrent encore une fois qu'il faut vraiment prendre en compte les contenus et l'accompagnement. Voilà. Alors, un problème commun à tous les âges, évidemment, le temps de sommeil. Et là, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas photo. Voilà, la lumière bleue des LED, troubles du sommeil en quantité, en qualité. Et il y a quelques années, on disait l'abus d'écran l'abus d'écran provoque des troubles alimentaires, on se nourrit mal, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration avec des problèmes de résultats scolaires. Aujourd'hui, c'est plus simple. On dit l'abus d'écran provoque des troubles du sommeil, parce que quand on abuse des écrans, on n'arrête pas en général à 22 heures, voilà, et provoque des troubles du sommeil. Et ces troubles du sommeil ont des conséquences très nombreuses sur l'alimentation, sur la socialisation, sur les performances cognitives et donc sur les résultats scolaires, voire professionnels. Donc, vous voyez, on a raison, repas du soir sans télé, une tablette, ne pas dormir avec le smartphone dans la chambre, un couvre-feu numérique, c'est ce qu'on préconise aussi à 3, 6, 9, 12. Bon, alors quelle prévention? Quelques mots. Vous avez bien compris, il faut proposer des alternatives aux écrans, hein, parce qu'en France, des millions de gens vivent au-dessous du seuil de pauvreté, donc il faut une politique de la ville. Voilà. On ne peut pas résoudre la question des écrans avec simplement des bons conseils. Faites ceci, faites pas cela. Non, c'est absurde. Il faut des alternatives. Aujourd'hui, quiconque habite dans une ville sait que pour occuper un enfant autrement qu'avec les écrans, l'inscrire à une activité qui l'intéresse, la musique, le sport, je sais pas, le dessin, voilà, la danse, c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est très très cher. Donc, si on veut réduire le temps passé par les enfants dans les écrans, qui sont essentiellement des enfants de milieu, ceux qui sont le plus touchés par les écrans, les enfants de milieu défavorisés, il faut développer une politique de la ville, créer des espaces publics. Mieux former les interlocuteurs des enfants pour en faire des personnes de ressources, mais il va en être question dans quelques minutes, et puis informer les familles d'une façon non culpabilisante pour qu'elles développent d'autres activités. Ce que je disais dans les conférences qu'on fait, moi j'invite toujours les ludothèques à être présentes. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, je vous ai mis, vous voyez, en plus de apprivoiser les écrans et grandir, un petit traité de cyberpsychologie qui va bien au-delà des conséquences des écrans, mais qui envisage tous les bouleversements engendrés aujourd'hui par l'usage des outils numériques. Et puis mon dernier livre, L'emprise insidieuse des machines parlantes, qui concerne les enceintes connectées et les robots conversationnels qui vont apparaître dans nos vies. Et à mon avis, ça va être le prochain challenge. Et si vous allez sur le site de 36912 ou mon site, vous verrez que de la même manière que j'ai proposé 36912 pour les écrans, j'ai maintenant conçu la règle 36912 pour les chatbots, pour les robots conversationnels, qui recoupe 36912 pour les écrans et qui donne des conseils aux parents pour ne pas introduire les machines parlantes, les enceintes connectées, Alexa, Google Home, etc., trop rapidement dans la vie de l'enfant.
Voilà, merci de votre attention. Et si vous avez, et je crois qu'on aura, oui, on aura tout à l'heure un temps de questions. Un grand merci, Monsieur Tisserand, pour votre intervention. Oui, en effet, on aura un temps d'échange juste après la présentation des promeneurs du net, donc du Tarn-et-Garonne. Donc, Monsieur Malavel, Monsieur Mangenot et Monsieur Laval, qui vont nous présenter voilà, le dispositif des promeneurs du net. Oui, bonjour à tous et merci Margot de cette invitation. On est enchanté de pouvoir vous présenter la démarche preneur du net et de faire suite modestement à l'intervention de Monsieur Tisserand. Étant moins aguerris à l'exercice, nous avons décidé de nous répartir à trois pour cette intervention. Donc, Monsieur Malavel, le coordinateur de la démarche, interviendra en second et vous présentera les missions et les contraintes de la démarche. Mathieu Mongenot clôturera l'intervention et vous présentera son rôle d'animateur. Et je vais vous présenter succinctement, en tant que membre du comité de pilotage et référent CAF de la démarche, le contexte de déploiement de la démarche et sa structuration sur le Tarn-et-Garonne. Alors, j'ai envie de vous dire que tout commence par un beau jour de printemps et la création d'Internet et du téléphone portable. La création de ces nouvelles technologies entraîne des nouveaux modes de communication, dont les réseaux sociaux, qui sont particulièrement marqués sur les jeunes de 12 à 25 ans et encore plus sur les jeunes de 12 à 18 ans qui sont le cœur de cible de notre démarche. Voilà. Alors, même si Internet et les réseaux sociaux présentent en effet des risques potentiels en direction des jeunes, ils sont aussi des outils potentiels de connaissance et de créativité non négligeables si on les utilise à bon escient. Et c'est d'ailleurs un nombre certain de professionnels qui interviennent auprès des jeunes utilisent les réseaux sociaux, excusez-moi, et Internet comme des outils d'apprentissage, mais dans la grande majorité des cas, sur des temps qui sont malheureusement informels, non officiels et dans des cadres qui ne sont pas définis. Et c'est là un petit peu tout l'enjeu de la démarche des preneurs du net, c'est d'apporter un cadre aux professionnels qui poursuivent leurs actions éducatives en présentiel sur la toile numérique. Voilà. Pour être encore un peu plus clair, je vais vous en donner la définition. Un promeneur du net, alors c'est la slide d'après, Mathieu, merci. Un promeneur du net, c'est un professionnel qui assure une présence éducative sur Internet auprès des jeunes dans le cadre de ses missions habituelles qu'il exerce en présentiel. Alors, dans le Tarn-et-Garonne, il peut travailler soit dans un centre de loisirs adolescents, un accueil de jeunes, une maison des ados, une MJC, un espace d'information jeunesse. Et au jour d'aujourd'hui, le profil des PDN sur le Tarn-et-Garonne, c'est essentiellement des animateurs jeunesse. On a quelques médiateurs numériques et également des éducateurs spécialisés. Voilà. Pour la petite histoire, cette démarche a été créée en 2006 en Suède. 6 ans plus tard, la cave de la Manche roulait cette initiative en France et petit à petit, dans les réseaux des caves, cette démarche se développe pour une généralisation théorique en 2016 et une mise en application en 2017. Sur le département de Tarn-et-Garonne, on a construit avec la Ligue de l'enseignement et les Francas de Tarn-et-Garonne la démarche en fin 2017 pour une mise en œuvre opérationnelle en 2018. Voilà. Depuis 2018, l'ASDJES, donc qui est anciennement la DDSSPP ou Jeunesse et Sport, pour ceux qui connaissent mieux ces sigles-là, et la MSA nous ont rejoint en 2019 pour renforcer la démarche. Et à l'heure actuelle, le réseau est composé d'une dizaine de structures et d'une quinzaine de preneurs du net qui sont donc accompagnés, coordonnés par la Ligue de l'enseignement et les Francas, et chouchoutés presque par 2 coordinateurs et 2 animateurs du dispositif. Et ces preneurs du net sont répartis sur le département, on va dire pour l'instant de manière un peu inégale, comme vous pouvez le voir sur la carte, mais ça reflète en gros le développement des actions jeunesse sur le département avec des territoires qui en sont peu dotés. Cependant, nous cherchons à développer le réseau sur l'ensemble du département et notamment sur les territoires non couverts, mais on fonctionne de manière progressive en essayant d'intégrer 2 à 3 structures par an. Et en période un petit peu là, de mercato, nous avons quelques pistes de recrutement qui devraient voir le jour d'ici peu sur les territoires non couverts. Pour terminer, je vous invite peut-être à aller voir le site national dédié des preneurs du net.
qui accueille également des pages dédiées à chaque département, dont le département de Tarn-et-Garonne. Et je vais laisser la main à mes collègues qui vont vous présenter plus précisément les enjeux, les contraintes, les avantages de ce dispositif. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je représente la Ligue de l'enseignement qui est chargée de la coordination et de l'animation. Un des objectifs de la coordination est de permettre aux promeneurs du net d'adapter leurs pratiques d'accompagnement aux usages et à l'utilisation du numérique par les jeunes et par là de poursuivre leur mission éducative sur la toile. La réalité, celle d'un Internet faisant partie intégrante de la vie des jeunes, soulève des enjeux d'importance. L'impact de cet usage sur l'attention des jeunes, leur capacité de concentration, de socialisation réelle, l'impact de cet usage sur le temps consacré aux activités éducatives, culturelles et de loisirs, les modalités pratiques d'utilisation de ces outils et également le rapport au monde et aux autres. Ces enjeux nous interrogent, nous, acteurs professionnels de l'éducation, sur nos actions qu'on développe envers les jeunes et avec eux. La question centrale est de savoir pour nous, professionnels, comment renouveler, améliorer et optimiser les pratiques d'accompagnement des jeunes en tenant compte de cette réalité, du déplacement massif de cette population vers le net. Les promeneurs du net s'intègrent dans cette nouvelle politique éducative qui fait évoluer les métiers de l'animation tels que nous avons connus. Ces missions, les missions des animateurs sont étendues à la sphère numérique. Et quelles sont ces missions des promeneurs du net? Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut travailler la sociabilité numérique, établir des liens de confiance avec les jeunes, inciter à la curiosité et à l'ouverture sur le monde, valoriser les pratiques citoyennes, travailler sur le comportement responsable sur le web, aider au repérage fiable des sites, prévenir les comportements à risque et le mal-être en proposant une écoute bienveillante, en détectant et en signalant aux institutions compétentes des situations préoccupantes. Donc, ces missions sont nouvelles pour la plupart des animateurs et interrogent et questionnent souvent et pratiquement tout le temps l'organisation du travail dans la structure, celle de la gestion du temps dédié à cette nouvelle pratique par rapport aux autres missions. Elle interroge également la place des pratiques numériques dans le projet global de la structure, comment légitimer le projet vis-à-vis des collègues, parfois aussi de la direction et des élus. Quels moyens allouer à cette activité? Ce dispositif donc comporte quelques freins, des freins juridiques qui concernent ou qui sont en relation avec le droit du travail et les horaires. Quels horaires sont adaptés à l'accompagnement des jeunes sur le numérique quand on sait que les jeunes utilisent le numérique à toute heure, y compris donc, et souvent le soir. Quelle est la responsabilité civile des promeneurs du net? Des questions également sur le droit à l'image. On peut rencontrer aussi des freins techniques qui sont liés aux connaissances nécessaires pour être en relation avec les jeunes, des connaissances donc nécessaires pour dialoguer avec eux sur les réseaux sociaux et des connaissances sur les usages que font des jeunes de ces réseaux sociaux. Des freins professionnels, quelles sont les limites d'intervention, les limites du domaine d'intervention des promeneurs du net. Les PDN peuvent aussi être confrontés à des situations complexes qui sortent du cadre habituel de ces missions. Il est important pour ces situations que le PDN ait connaissance de professionnels autour de lui, compétents, capables de traiter ces situations. Après, on peut rencontrer aussi des freins matériels qui concernent l'équipement à mettre à disposition.
Donc, ce dispositif, et pour finir, ce dispositif nécessite de travailler des savoir-faire et des savoir-être avec les professionnels. Et donc, il y a 2 structures ont été retenues dans le département du Tarn-et-Garonne pour animer et coordonner ce dispositif. Elles ont en charge essentiellement la promotion du dispositif, la construction d'outils de développement, l'accompagnement, l'aide à apporter aux PDN dans leurs pratiques individuelles et à leur structure employeuse. Elles ont également en charge de créer un véritable réseau capable d'échanges sur les pratiques. C'est ce que Mathieu, en suivant et maintenant, va vous développer. Il est un des animateurs de ce réseau, en lien direct avec les promeneurs du net, et il va vous expliquer ce travail d'animation. Oui, bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, je suis l'un des 2 animateurs du réseau des promeneurs du net sur le Tarn-et-Garonne. Et je vais vous parler particulièrement du rôle de l'animation et de ce que ça peut entraîner la création de réseaux et la création de partenariats potentiellement nouveaux. Donc, l'animation territoriale a 3 rôles principaux, à savoir l'accompagnement des promeneurs du net à la fois sur le côté individuel lorsqu'ils rentrent dans le dispositif vers le collectif pour une création globale d'un réseau de professionnels sur la rue numérique. Donc, ça va entraîner en fait un accompagnement technique sur la création de comptes, sur la création des comptes sur les bons réseaux sociaux, en tout cas ceux qui seraient utilisés la plupart du temps par les jeunes. C'est un accompagnement aussi sur le plan méthodologique, sur l'approche des jeunes et la mise en lien aussi entre les familles, les jeunes et le professionnel qui va aller sur la rue numérique. C'est aussi un accompagnement sur la pédagogie d'accompagnement de projets de jeunes. Lorsqu'il y a en fait un promeneur du net qui est en lien direct avec un jeune qui a un désir de projet, le promeneur du net va être à même d'essayer de co-construire avec le jeune le projet qui est envisagé. Et l'idée aussi de l'accompagnement dans la rue numérique, sur la rue numérique, c'est aussi de faire venir les jeunes de la rue numérique jusqu'à la structure de manière physique pour essayer d'établir un lien plus global. Le deuxième rôle de l'animation territoriale est donc cet effet réseau dont vous a parlé M. Malavel précédemment, avec une variété et une variation importante des actions de formation au sein même du dispositif entre les promeneurs du net lorsqu'on organise ce qu'on appelle des journées réseau, où en fait l'ensemble des professionnels promeneurs du net du département, la quinzaine qui vous a été présentée par M. Laval tout à l'heure, nous nous réunissons avec eux sur des thématiques particulières pour essayer de monter en compétences sans toutefois devenir des grands professionnels et des experts de la thématique, mais vraiment pour essayer de développer et d'échanger avec ce que les promeneurs du net auraient pu trouver ou être en contact avec des particularités sur des réseaux sociaux en particulier. Et donc, l'idée, c'est aussi d'établir des rencontres centrées sur l'échange de pratiques, puisqu'on a certains professionnels qui sont des éducateurs spécialisés, on a d'autres professionnels qui sont des professionnels de l'animation. Et voilà, donc essayer d'échanger sur les pratiques globales, que chaque promeneur puisse s'enrichir avec la pratique des autres. Nous avons également, du coup, dans ce lien et dans l'effet réseau qui est recherché au sein du dispositif, l'apport d'intervenants extérieurs et de formations spécifiques, comme la dernière formation qui a été proposée par la CNAF sur le plan national, à l'ensemble des professionnels promeneurs du net sur la gestion des faits de harcèlement ou de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et au final, nous avons aussi un rôle en tant qu'animateur et animatrice donc pour ma collègue territoriale. Nous sortons un petit peu du dispositif pour être en lien et faire la promotion et la communication de ce dispositif auprès d'autres professionnels, des institutions et d'éventuels partenaires tels que les familles également, où nous pouvons faire des présentations auprès des familles de ce fameux réseau des promeneurs du net sur le 82. Et au final, on constate qu'il y a quand même une importance à accorder à l'effet de maillage
donc du maillage territorial autour du dispositif avec d'autres réseaux existants comme le réseau des informations jeunesse ou le réseau laïcité et citoyenneté qui est créé sur le département et qui rassemble dans la majorité du temps une partie des promeneurs du net également. Je vais conclure sur la présentation d'un projet qui a été mené par l'une de nos promeneuses du net qui est située plutôt sur Verdun-sur-Garonne, qui a créé durant le premier confinement. C'est quelque chose qui était important pour les promeneurs du net d'être présents durant ces périodes de confinement et de pouvoir solliciter et de remettre en avant l'accompagnement numérique de nos professionnels en lien avec les jeunes durant ces périodes assez particulières. Donc, on a un projet qui a été monté par une promeneuse du net qui s'appelle le Confine Échange et qui a été à l'initiation d'une création d'un lien international entre plusieurs jeunes, une quinzaine à peu près, une vingtaine, des jeunes qui étaient issus de Verdun sur Garonne, mais aussi en lien direct avec des jeunes Italiens et des jeunes Espagnols, pour vraiment faire un échange émotionnel des ressentis de chaque jeune durant cette période qui a été partagée par les 3 pays. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment d'avoir un appui adulte dans le monde numérique et potentiellement pouvoir réorienter, ce qui est aussi une fonction des promeneurs du net, dès lors qu'ils tombent sur quelque chose qui n'est pas de leur ressort ou qui n'est pas de leurs compétences, ils ont un rôle de relais institutionnel ou de relais vers des professionnels soit du soin, soit de l'éducation, et du coup permettre aux jeunes de retrouver un petit lien direct avec des professionnels qui pourront les accompagner, les aider de la meilleure des manières. Je vais repasser du coup la parole à M. Laval pour une petite conclusion sur notre présentation et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Oui, on voulait tout simplement remercier l'ensemble de l'équipe d'organisation et plus particulièrement Madame Margot Fett de nous avoir invités et de nous permettre de pouvoir avoir présenté la démarche aujourd'hui. Voilà, un grand merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir présenté la démarche du dispositif Les Promeneurs du Net. On va commencer du coup les échanges avec les questions que vous avez pu poser dans le chat. Donc, on avait une question donc, pour Monsieur Tisseron sur donc, choisir un programme de qualité en tant que parent, mais comment définir si ce programme est de qualité ou pas? Sur quels critères je me base pour définir si ce programme est adapté à mon enfant ou pas? Merci beaucoup. J'adore toujours entendre les promeneurs du net. Hein, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Alors, comment savoir si c'est un programme de qualité? Alors, il y a quand même des sites Internet qui renseignent bien, notamment des sites américains. Alors, je n'ai pas le nom qui me revient, ça va peut-être me revenir. Mais le mieux, c'est… écoutez, alors, il faut trouver des sites d'information qui, peut-être d'ailleurs, il y a une des personnes qui nous écoute qui va indiquer le nom de ce site américain dont le nom m'échappe à l'instant. Mais donc, en tout cas, voilà, vous pouvez trouver sur Internet, il y a un site suisse aussi qui est très, très bien fait. Je n'ai pas le nom sous la main non plus, mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous trouverez des sites d'information qui donnent beaucoup d'informations, et notamment ces sites croisent les informations des experts, donc les informations des parents, données par les parents, et les informations données par les enfants. Et donc, c'est extrêmement intéressant de les comparer. Mais c'est vrai qu'il faut avoir recours à Internet et à ces sites spécialisés pour le savoir. D'accord, merci beaucoup. On a eu également des remarques sur les problèmes rencontrés dans les internats et sur le temps de gestion et d'usage du smartphone, qui avait notamment un impact sur les troubles du sommeil, l'usage des écrans lors de réveils nocturnes et de coucher tardif. Donc voilà, le lien entre l'usage des smartphones et le sommeil, qui a été également relevé par le docteur Thierry Montemayor, qui évoque que les conditions de coucher sont particulièrement modifiées quand il y a une surconsommation d'écran. Quelques mots, M. Tisseron, sur cela? Oui, c'est très simple. Il faut établir un couvre-feu numérique. Voilà. Alors, on en a fini avec le couvre-feu lié au confinement. Donc, ça m'a permis de dire, quand le couvre-feu du confinement a été levé, n'oublions pas le couvre-feu numérique, c'est-à-dire tout le monde arrête ses outils numériques
On coupe le Wi-Fi à partir d'une certaine heure et les enfants, on arrête les outils numériques une demi-heure, une heure avant d'aller au lit. Voilà, quand il y a des activités collectives, regarder un film ensemble et tout, c'est beaucoup plus simple. Quand on s'arrête tous et après on discute, voilà, on boit une tisane, ce que vous voulez, et puis on lit un peu un livre. Puis voilà. Mais en tout cas, établir un couvre-feu numérique pour que l'arrêt de l'écran ne soit pas suivi immédiatement par le coucher, et surtout, que personne n'ait son téléphone mobile dans sa chambre, parce que pour les parents, ils sauront s'autoréguler, mais les enfants ne sauront pas. Vous savez, les ados, c'est des Canada Dry d'adultes, hein, ils ont une apparence d'adultes, mais en fait, ils n'ont pas la maturation cérébrale, c'est physiologique. Hein. Alors, c'est lié à l'éducation, mais c'est aussi lié à des conditions de maturation physiologique de certaines zones du cerveau. Ils n'ont pas ce qu'on appelle, ils n'ont pas encore la capacité complète d'autorégulation. Il y a des adultes qui la perdent, voilà, on dit qu'ils ont des addictions, mais chez l'ado, il est normal de ne pas encore l'avoir, donc il faut que les parents encadrent les pratiques adolescentes. L'adolescent dit « j'y arriverai bien tout seul ». Non, les parents qui m'écoutent, sachez que l'ado ne peut pas y arriver tout seul, il a besoin d'être encadré encore. Et tant qu'il est à la maison chez les parents, c'est normal qu'il le soit. D'accord, merci beaucoup. Une question pour les promeneurs du net de la part d'une... Alors, il y a une infirmière qui pose la question. Donc, comment connaître les actions des promeneurs du net? Par exemple, comment les jeunes du projet de Verdun ont été sollicités? Alors, je vais prendre la parole étant animateur du réseau. Concernant la sollicitation des promeneurs du net, n'hésitez pas à passer par les animateurs de réseau. Donc, on vous donnera les coordonnées s'il y a besoin pour les transmettre afin de pouvoir voir comment solliciter des PDN qui pourraient intervenir s'ils le peuvent. Étant donné qu'ils ne sont pas des experts dans une thématique en particulier, les solliciter serait potentiellement les mettre en difficulté si ce n'est pas une thématique dont professionnellement ils sont les porteurs. Donc, plutôt solliciter les animateurs de réseau. Et comment connaître les actions des PDN? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs actions qui sont menées par les promeneurs du net, dont une communication qui va partir bientôt pour une semaine spécifique qui va se dérouler en 2021. Et pour répondre à la question comment les jeunes du projet de Verdun ont été sollicités, c'est la promeneuse du net directement qui a travaillé avec ses propres jeunes de la structure, de la MJC, et qui a créé un lien avec d'autres espaces de jeunesse des pays partenaires. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un gros travail que la promeneuse a fait en tant que telle. Et après, avec le support de l'animation de réseau, s'il y avait besoin d'outillage et de compétences pédagogiques, peut-être pour aller vers les pays partenaires. Juste un petit mot, le site que je cherchais, c'est Common Sense Media. Common Sense Media, voilà. Je suis honteux de l'avoir oublié, Common Sense Media. Une question aussi, comment accompagner les enfants dans l'usage des écrans dans un monde où la majorité des adultes les utilisent? C'est vrai que par mimétisme, les enfants vont avoir tendance à imiter leurs parents, et qu'est-ce que dans ces cas-là, quel levier d'action dans ces cas-là peut-on utiliser? Ben, oui, c'est tout le problème de l'éducation. On éduque bien que par l'exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des enfants, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur des enfants de 8, 9, 10 ans. On leur demande quel est votre problème principal dans la vie. Ils disent, mes parents ne m'écoutent jamais, ils sont toujours sur un smartphone. Hein, je n'invente pas, hein. Il y a eu des études qui ont montré ça. Et si les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pouvaient s'exprimer librement, c'est probablement ce qu'ils diraient aussi. Donc, c'est très important que les parents s'obligent à ne pas utiliser leur smartphone quand ils sont avec leur enfant, et leurs conseils éducatifs doivent toujours être des conseils dans lesquels ils s'englobent eux-mêmes. On prend le repas sans télévision, ni téléphone mobile, ni tablette. C'est valable aussi pour les parents, même si votre vieille maman ou votre vieux papa vous appelle. Bon, s'il y a une raison exceptionnelle, on annonce avant le début du repas que peut-être on sera dérangé, une raison exceptionnelle. Mais sinon, on ne répond pas. Et même chose, le couvre-feu numérique, il doit concerner tout le monde, idéalement, quand il y a des grands ados. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il faut aussi s'appuyer sur les collègues de travail. Quand on déjeune avec les collègues, on ne répond pas sur smartphone.
ne parle pas la bouche pleine, on ne mange pas avec les doigts, on ne se sert pas en premier, voilà. Et bien de la même manière, on ne décroche pas son smartphone pendant le repas. Mais il y a vraiment toute une éducation à faire. On vit les écrans sauvages. Il faut civiliser les écrans. D'où l'importance d'inclure les familles dans les projets de prévention des écrans, on souligne aussi. Bien sûr, l'éducation se fait en famille. Je voulais dire un mot parce qu'il y a une question que vous n'avez pas évoquée, mais qui est quand même drôlement importante. Comment est-ce qu'on peut voir si un jeune a une addiction aux écrans? Alors d'abord, il faut le dire, hein, je ne l'ai pas dit, mais il faut le dire qu'il n'y a pas d'addiction aux écrans reconnue par la communauté internationale. Il y a une addiction aux jeux vidéo, mais le mot addiction est utilisé pour les cas exceptionnels, enfin les cas extrêmes, pas exceptionnels hélas, mais extrêmes, dans lesquels il y a désocialisation complète, déscolarisation depuis plus de 12 mois. Bon, heureusement, ce n'est pas la règle. Beaucoup d'enfants jouent trop aux jeux vidéo, mais continuent à aller à l'école, ils sont scolarisés, ils ont des copains, etc. Donc le mot addiction, il faut le bannir du vocabulaire familial. L'addiction aux écrans, il n'y en a pas. Addiction aux jeux vidéo, c'est des situations heureusement assez exceptionnelles. En revanche, chez le gaming disorder, plus de 12 mois totalement désocialisé. Et puis, c'est une addiction comportementale. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce n'est pas la même chose que l'addiction à un produit toxique, il faut le dire. L'alcool provoque plus de morts, plus de situations catastrophiques que les jeux vidéo et les outils numériques, hein, très largement. Et puis, comment savoir si un enfant a un usage problématique? Il faut bien distinguer l'usage excessif non problématique qui relève de la passion. Il y a toujours eu des enfants passionnés de musique, passionnés de dessin, passionnés aujourd'hui de jeux vidéo. Donc, et puis, l'usage pathologique, l'usage problématique. Alors, moi, j'ai 3 questions très rapides. Il faut demander à l'enfant, est-ce que tu joues seul ou avec d'autres? Plus l'enfant joue avec des camarades qu'il connaît, qu'il retrouve, moins c'est problématique. Est-ce que tu as pensé à faire ton métier dans les professions du jeu vidéo? Ben, s'il y a pensé, écoutez, ça se comprend qu'il joue beaucoup. En même temps, il faut vite voir la conseillère d'orientation ou le conseiller d'orientation parce que c'est exigeant d'entrer dans les métiers du jeu vidéo, mais c'est possible. La France recrute. Et puis, est-ce que tu as pensé à faire et puis, est-ce que tu as des pratiques de création, c'est-à-dire faire des mèmes, voilà, faire des petites séquences d'animation, voilà, faire des captures d'images, de la photographie dans des mondes numériques, des petits films de ses performances dans les mondes numériques. Et plus l'enfant a des pratiques de création dans les mondes numériques, plus c'est bon signe, hein, parce que c'est socialisant, c'est créatif, etc. De façon générale, 2 critères pour distinguer les usages excessifs non problématiques et les usages excessifs problématiques, c'est la créativité, c'est la socialisation. Et les résultats scolaires, évidemment, hein, qui, on peut dire, relèvent des 2. Voilà. Mais ce n'est pas facile toujours, et donc je comprends que beaucoup de gens aillent voir un psychologue, un pédopsie, pour mieux comprendre la situation. En tout cas, pas de panique. Hein. Beaucoup de jeunes ont une pratique importante des jeux vidéo, sans pour autant que ça relève de la pathologie. Merci, Monsieur Tisseron. Une question également sur comment accompagner les enfants qui ont des troubles cognitifs spécifiques à utiliser les ordinateurs pour l'école. Comment gérer, selon vous, cette présence d'écran omniprésente, mais pourtant indispensable pour ces enfants? Comment gérer les écrans pour l'école? C'est ça, comment accompagner les enfants à utiliser les ordinateurs dans les écoles, dans les établissements scolaires? En principe, les établissements scolaires donnent les règles. C'est aux établissements scolaires d'organiser l'éducation qui permettra aux enfants de bien utiliser les écrans. Je veux dire, tout ne peut pas retomber sur les parents. Alors, tous les parents ne peuvent pas tout demander à l'école, mais si l'école fournit des outils numériques, il faut quand même que l'école explique aux enfants comment s'en servir. Ou peut-être je n'ai pas compris la question. En fait, c'est un ergothérapeute en pédiatrie qui accompagne les enfants à utiliser les ordinateurs pour l'école. Donc, il les accompagne en fait à utiliser les ordinateurs et il se demandait en fait comment gérer l'omniprésence de la présence des écrans, mais pourtant indispensable. Ah, d'accord. Il faut toujours distinguer les temps d'écran éducatifs et les temps d'écran professionnels ou scolaires. Donc, pendant le confinement, les enfants avaient du temps d'écran scolaire, parfois important, hein, parfois 4, 6, 5 heures, et après, ils avaient du temps d'écran distractif. Bon, il ne fallait pas leur comptabiliser leur temps d'écran scolaire au même titre que leur temps d'écran distractif. Il fallait continuer à bien faire la différence. Mais
parfois, c'est difficile parce que parfois, les enseignants pouvaient demander d'aller consulter des vidéos sur YouTube. Voilà. Certains enfants allaient voir des YouTubeurs qui leur donnaient des explications sur de la mathématique, la géographie. Voilà. Donc, il n'y a que la présence des parents qui peut leur permettre de savoir si l'activité de leur enfant relève totalement du scolaire, un peu du scolaire, mais aussi du loisir, ou bien totalement du loisir. Voilà, jouer à un jeu vidéo, dans l'état actuel des choses, c'est du loisir. Regarder une vidéo sur YouTube qui peut être ludique, mais qui peut être instructive, ben, ça relève des deux. Voilà. Mais il n'y a que la présence parentale qui permet de savoir. Bon, si vous voulez, le grand problème, c'est que si on ne parle pas avec un enfant petit de ce qu'il voit et fait avec les écrans, quand il grandit, c'est lui qui va finir par ne plus en parler. Mais dès qu'on parle avec un enfant petit de ce qu'il voit et fait avec les écrans, d'abord, il est très, très, très content, que les parents qui parlent avec l'enfant petit le savent, et puis ensuite, il prend la bonne habitude de parler avec les parents de ce qu'il fait. Mais si les parents n'en parlent pas avec l'enfant petit parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de problème quand l'enfant est petit, l'enfant prend la mauvaise habitude de ne pas en parler. Et après, c'est lui qui refuse. Et il y a même des enfants qui disent à leurs parents, cette fois, je fais des formations de parents, les parents reviennent à la maison, parlent avec l'enfant en disant, alors tu joues aux jeux vidéo. Et après, ils reviennent vers moi et me disent, vous savez ce que m'a dit mon fils? Non. Ben, mon fils m'a dit, ah bon, ça y est, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais tellement te parler de mes jeux vidéo pendant des années, tu voulais jamais m'écouter, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tout d'un coup, tu me poses des questions. Voilà, les parents reviennent en me disant, ben oui, c'est vrai, quoi, j'ai raté le coche. Bon, on peut toujours rattraper. Si vous voulez, parlons-en avec les enfants tout petits et ils s'habitueront à ce que nous en parlions avec eux. Nous serons des partenaires d'interaction pour eux. Sinon, ils nous feront le coup du berger à la bergère. Voilà, tu as refusé de m'écouter quand j'étais petit, mais maintenant, tu peux m'écouter, je ne te parlerai plus. Merci, M. Tisserand. Une question pour les promeneurs du net, donc je vais regrouper parce qu'elles sont un peu dans les mêmes axes. Est-ce que les promeneurs du net peuvent aller sur les jeux en réseau en ligne et repérer des addictions? On parlait d'addiction aux écrans. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le rôle des promeneurs du net de pouvoir repérer ceci? Alors, pour les jeux, alors les promeneurs du net sont vraiment des promeneurs. Donc, ils peuvent se promener, il n'y a aucune restriction à se promener sur la toile. Après, il faut bien noter que l'important pour un promeneur du net, c'est de créer des relations de confiance avec les jeunes. Donc, il n'y a pas a priori d'intrusion du promeneur du net. Il faut qu'avant tout, il puisse créer une relation de confiance avec les jeunes sur le numérique pour qu'un dialogue s'installe et qu'ils poursuivent ces missions éducatives. Alors oui, on va répondre que bien sûr, il peut parler et échanger sur les jeux vidéo, mais on a une démarche préalablement qui est celle quand même de créer ce lien de confiance et de dialogue sur la toile. Mais je préciserai qu'il ne faut pas oublier que le promeneur du net, en fait, il continue son action éducative sur des jeunes qu'il connaît, notamment en présentiel. Voilà, on est vraiment dans ce cadre-là. Ouais. De continuité de l'éducation dans la présentielle et sur Internet. Tout à fait. Si, est-ce que je peux juste compléter un petit peu? Juste sur le département, nous avons des promeneurs du net qui sont déjà un peu en inclusion sur les jeux vidéo qui sont en ligne et les jeux particulièrement utilisés par les jeunes qui sont des mises en réseau parfois qui ne sont pas forcément avec leur âge ou adaptées directement dans leurs âges. Mais voilà, la présence des promeneurs du net, alors encore une fois, ce ne sont pas des experts, mais comme l'a précisé M. Malavel, ils voyagent un petit peu dans toute la sphère numérique. Donc, ils vont même sur les sites de forums ou de streaming vidéo comme Twitch et d'autres plateformes, sans en faire la pub du tout. Mais l'idée, c'est une présence éducative de manière à être en veille sur l'ensemble des plateformes utilisées par les jeunes. Donc, comme les jeunes vont beaucoup sur les jeux vidéo en réseau, nous avons essayé de voir avec certains promeneurs du net et promeneuses du net s'il y avait la possibilité de participer à cette inclusion tout en étant sur la création du lien de confiance en priorité.
D'accord, oui, ce lien de confiance qui est intéressant à souligner. Une question voilà, sur peut-on encourager l'application de Family Pink auprès des parents? C'est un système de surveillance sur le smartphone. Donc, le rôle des parents aussi, est-ce que vous pouvez en dire deux mots, que ce soit les promeneurs du net ou M. Tisserand? Concrètement, oui, c'est une question qui revient sans cesse aux oreilles de nos promeneurs du net et même de tout autre professionnel qui intervient sur justement les sensibilisations, prévention des usages des écrans. La question des parents est quand même assez fondamentale. C'est quelque chose qu'on relève beaucoup sur l'accompagnement parental des usages, à la fois à la maison comme en dehors de la maison. On revient un peu sur le modèle parental qui va avoir une influence quand même sur les usages des enfants. Nos promeneurs du net relèvent beaucoup aussi que finalement les enfants ne vont pas sur les mêmes réseaux sociaux que leurs parents. Et parfois, du coup, les parents sont complètement désemparés par rapport aux usages, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment les plateformes utilisées par leur enfant. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a énormément la place du jeu vidéo, qui n'est pas du tout le même jeu vidéo utilisé, pareil, des parents ou des enfants. Donc, il y a une difficulté à comprendre le monde de l'autre, qui est quand même assez intéressante à relever. Et certains promeneurs du net sont en capacité, du fait de leur profession initiale, de pouvoir accompagner au mieux. Mais ce n'est pas l'affaire de tous les promeneurs du net. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire réseau et de pouvoir après relayer auprès d'autres professionnels si jamais on ne se sent pas suffisamment compétent dans la matière. D'accord, oui, d'où l'importance aussi du maillage de la mise en réseau dont vous parliez aussi pour mieux orienter vers les personnes compétentes ou dans le domaine que vous cherchez. Une dernière question pour finir. Quels seraient les outils d'animation d'ateliers et de prévention ludique en direction des jeunes? Est-ce que vous avez des pistes selon votre expérience d'outils d'animation d'ateliers de prévention ludique en direction, que ce soit en direction des jeunes ou des parents aussi, comme on a vu que c'est aussi un facteur important. Alors, peut-être que M. Tisserand veut rajouter quelque chose à ce que j'ai dit précédemment sur les parents, et après je viendrai, si vous voulez, ou M. Malavel, sur les ateliers ou les outils. Très bien. Oui, oui, tout à fait. Comme ça a été bien dit, hein, tous les outils de contrôle ont un effet pervers, hein, c'est-à-dire que finalement, l'enfant, sachant qu'il est surveillé, comme on sait bien que les pré-ados, ils ont tendance à raconter le moins de choses possible à leurs parents, parce qu'il faut qu'ils créent une situation de rupture, hein, qui leur est douloureuse d'ailleurs au début, mais ils savent qu'ils vont devoir quitter leurs parents, donc il faut créer la situation de rupture, donc créer du quiproquo, créer de la dispute, voilà, créer de l'affrontement. Et s'ils ont l'impression qu'ils sont bridés, contrôlés, etc., eh bien évidemment, ils ne vont pas jouer la carte de la confiance, et certains même développent ce qu'on appelle un profil de l'ombre, c'est-à-dire ils développent des pratiques qu'on peut appeler sournoises, mais en fait qui sont des pratiques de cachotterie dans lesquelles ils renvoient à leurs parents le fait que les parents les surveillent, et qu'eux, ils savent que leurs parents les surveillent et qu'ils font tout pour que leurs parents ne puissent plus trouver leurs traces où que ce soit. Donc voilà, rien ne vaut la confiance, rien ne vaut le partage. Il faut en tout cas, s'il y a des outils de contrôle, que leur usage soit extrêmement clair, extrêmement contrôlé, qu'ils soient remis en cause régulièrement. N'oublions pas que nos enfants ont beaucoup de plasticité psychique, beaucoup plus que nous. Chaque année, ils changent d'enseignants, ils changent régulièrement d'établissement scolaire. Donc, il faut absolument qu'on tienne compte du fait qu'ils sont en évolution permanente. Et vous savez que la grande difficulté de beaucoup de parents, c'est de prendre la mesure du fait que leur enfant grandit. Et quand on installe un outil de contrôle pour un enfant de 9-10 ans, à 11 ans, il faut peut-être le remettre en cause, et à 12 ans encore plus. Voilà, c'est ça à quoi il faut que les parents s'habituent. Et puis sinon, nous, on fait des activités, en effet, Mathieu va parler de celles qu'ils organisent, mais nous, on aime bien faire des activités enfants-parents, notamment autour de l'utilisation des téléphones mobiles pour créer des petites séquences, des petits films, voilà, créer ensemble. Voilà, nous notre idée, c'est pas de faire des ateliers avec des enfants pour les amener à créer, c'est faire des ateliers vraiment enfants-parents pour que les enfants et les parents découvrent le fait qu'il y a des outils numériques
que les outils numériques peuvent être collaboratifs, qui ne sont pas forcément solitaires et qui peuvent être intergénérationnels et qu'on peut beaucoup s'amuser avec des outils numériques, voilà, alors guidés par des animateurs, évidemment, dans un premier temps, mais leur apprendre à faire des trucs qu'ensuite ils auront plaisir à faire tout seuls. Donc, par rapport à des outils particuliers, Monsieur Malavel, est-ce que… Non, vas-y, Mathieu, toi Ok. qui es dans l'animation, tu les maîtrises beaucoup mieux que moi. Ouais. Alors, concrètement, sur le plan des promeneurs du net, nous avons beaucoup de professionnels de l'animation et de l'éducation. Donc, ils sont en capacité de créer des outils de sensibilisation, mais pas forcément sous la casquette de promeneurs du net, parce que leur étiquette promeneur du net est plutôt une veille éducative en ligne. Concernant d'autres types d'outils, il y a aussi tous les outils développés par le dispositif national Internet sans crainte, qui peut permettre d'avoir des outils et des petits dessins animés à destination d'enfants, même en très bas âge, donc même en maternelle. Ce sont des outils qu'on peut utiliser librement et avec le support de référents départementaux. Donc, sur chaque département, il y a un référent Internet sans crainte, au moins. Et donc, il y a une multitude d'outils d'animation. Et comme l'a très bien dit M. Tisseron, l'outil d'animation le plus efficace qui serait à retirer serait celui qu'on utilise auprès des parents et enfants. Donc, lorsqu'on associe les deux sur un mode de création et potentiellement d'une création de charte aussi, qu'on peut utiliser à la maison. Donc, il y a une application qui a été développée justement par les créateurs qui interviennent dans le cadre d'Internet sans crainte, qui permet aux enfants et aux parents d'intervenir sur la création d'une charte d'utilisation, d'usage des écrans à la maison, et qui est une forme de contrat coopératif, collaboratif, en fait, où on fait ensemble quelque chose pour limiter les usages ou les cadrer dans le temps et faire en sorte qu'en fait, ce ne soit pas une décision prise uniquement par des parents qui auraient une autorité à limiter et donc potentiellement à pousser des ados à affronter la limite, mais plutôt une histoire de coopération et donc un partage. C'est-à-dire que l'ado ou l'enfant serait aussi là dans la co-création d'un outil avec lequel il serait donc en accord. Et donc ça, c'est des ateliers d'information et de sensibilisation et de création qui sont menés par pas mal de fédérations d'éducation populaire, mais aussi d'associations locales. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers les partenaires locaux. Un grand merci aux intervenants et puis une excellente journée à vous. Au revoir à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.